Bonsoir, donc il est 18 heures. Merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire organisé par Médecins du Monde sur l'accès aux médicaments et aux vaccins partant de pandémie. Ce sont des questions sur lesquelles Médecins du Monde travaille et est engagé depuis de nombreuses années. Au moment, depuis quelques années, où les coûts des nouveaux médicaments mis sur le marché sont parfois tellement élevés qu'ils mettent en danger nos systèmes de santé et l'accès aux soins en général. Ce problème de l'égalité dans l'accès aux soins est lié à des aspects à la fois économiques, politiques, juridiques, de propriété intellectuelle et éthique. Et ce sont aujourd'hui autant de questions qui se posent à nouveau avec la pandémie de Covid-19, aujourd'hui autour de l'accès aux vaccins, mais aussi de leurs coûts, de leur production, du manque de transparence sur les contrats d'achat des vaccins, et aussi au niveau de l'allocation d'autres ressources médicales comme les lits d'hospitalisation, la réanimation, les masques, les tests par exemple, dont on a beaucoup parlé en France ces derniers mois. Pour parler de tout ça, nous avons la chance d'avoir 3 intervenants ce soir. Parmi eux, Olivier Maguet, membre de Médecins du Monde, responsable bénévole à Médecins du Monde de la mission sur les prix du médicament. À ce titre, il dénonce depuis des années les abus de l'industrie pharmaceutique sur la fixation des prix des médicaments et l'inaction des États dans leur rôle de régulateur. Il a publié à l'automne aux éditions Raison d'Agir le livre « La santé hors de prix », l'affaire Sovaldi, du nom de cet antiviral contre l'hépatite C qui a été mis sur le marché à des prix très élevés. Nous discuterons ensuite des enjeux éthiques de l'accès aux médicaments à partir des travaux du comité consultatif national d'éthique avec l'une de ses membres, Sophie Crozier, qui est aussi neurologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris et membre fondatrice du collectif Interurgence. Donc elle pourra aussi nous parler du point de vue du terrain de l'hôpital public. Et nous avons aussi avec nous Jean-Paul Godillère, qui est historien des sciences, directeur de recherche à l'Institut national de santé et de recherche médicale, l'INSERM, qui est co-auteur du livre Pandémo, politique, réinventer la santé en commun, qui est paru le mois dernier à la Découverte, et qui explore aussi les enjeux de politique de santé qui sont à nouveau mis en lumière avec la pandémie de Covid-19 et qui, du coup, nous aidera aussi à prendre un regard, une mise en perspective historique sur les enjeux de triage politique et économique quant à l'accès aux soins. Moi, je suis journaliste à bastamag.net, et donc je vais animer ce webinaire. 2 points encore avant de donner la parole à Olivier Maguet. Après les interventions de nos 3 invités, qui dureront une quinzaine de minutes chacune, on aura évidemment un temps de discussion. Vous pouvez déjà poser vos questions sur l'espace de chat en bas de votre écran et nous y répondrons tout à l'heure. Et un deuxième point, ce webinaire est enregistré et la vidéo sera disponible sur le site de Médecins du Monde très bientôt, dans quelques jours, je crois. Voilà, je vais donner tout de suite la parole à Olivier Maguet qui va revenir, je pense, sur le plaidoyer de Médecins du Monde sur cette question de l'accès aux médicaments et aux vaccins. Merci Rachel, bonsoir, bonsoir à toutes celles et ceux qui nous écoutent et participent, vont participer, je l'espère, à travers le chat à ce webinaire. Vous avez, Rachel, évoqué dans l'introduction la question du triage qui nous animera ce soir. Et c'est bien un enjeu de triage qui a motivé historiquement le plaidoyer des Médecins du Monde sur cette question-là. Pendant très longtemps, les questions de l'accès du prix du médicament ont été une question, un enjeu, un problème, j'ai envie de dire, malheureusement réservé aux pays du Sud. Au milieu des années 2010, en 2014 très exactement, est commercialisé dans les pays du Nord, en fin 2013 aux États-Unis et 2014 en Europe, un antiviral plutôt efficace, très efficace même, contre le virus de l'hépatite C, une infection qui grignote progressivement le soi et qui, à défaut d'une prise en charge et de soins, se transforme en cirrhose ou en cancer et entraîne le pronostic vital. Le sofosbuvir, c'est son nom, le nom de la molécule, commercialisé sous le nom de Sovaldi, est
très efficace. Et il permet d'envisager pour la première fois dans l'histoire de l'infection par le virus de l'hépatite C, identifié en 1989, un espoir réel de guérison des malades. Cet espoir est cependant très vite douché. Il est douché parce que les prix de mise sur le marché du Sovaldi en 2014 le rendent tout simplement inaccessible, et même dans les pays riches. C'est là qu'il y a une nouveauté, et c'est là qu'il y a un basculement. Et c'est là aussi que Médecins du Monde, qui historiquement était engagé dans les pays dits du Sud sur des questions plus générales d'accès aux soins, pour lutter contre les barrières d'accès aux soins, va s'investir dans ce débat dans les pays du Nord. Pour la première fois dans l'histoire des systèmes de santé des pays du Nord, des pays riches, dans l'histoire de la sécurité sociale française, pour reprendre le nôtre, les gouvernements doivent rationner, trier les patients, l'expression de triage qui a été employée tout à l'heure dans l'introduction, doivent trier les patients pour des raisons uniquement budgétaires. 41 000 € la cure standard de Sovaldi en France à l'époque, pour un peu plus de 200 000 malades. Il ne faut pas être grand clair pour faire une multiplication. Nous arrivons sur une somme totale de 8 milliards d'euros qui est tout simplement insupportable au sens financier du terme par le budget de la sécurité sociale à l'époque, qui est de l'ordre de 30 milliards d'euros dépensés par la collectivité pour le médicament, pour l'ensemble des personnes vivant sur le territoire. Alors, 3 éléments pour introduire un petit peu notre débat ce soir au travers de ce plaidoyer historique de Médecins du Monde. Et pourquoi Médecins du Monde intervient sur ce sujet-là? Médecins du Monde intervient parce que c'est une association de soignants et que le virus de l'hépatite C fait partie des questions cliniques sur lesquelles Médecins du Monde est investi, en particulier au regard de certaines des populations vulnérables avec qui elle travaille. Je pense en particulier aux usagers de drogue qui sont particulièrement affectés à l'époque. Et donc, c'est bien une situation clinique avec une impossibilité d'avoir accès au médicament qui est dans la valise, mais qu'on ne peut pas ouvrir la valise parce qu'on n'a pas la clé financière pour le faire. C'est bien cette situation qui nous amène à intervenir, pour qu'on ne se trompe pas non plus de positionnement. Et à partir de là, le Sofosbuvir, les difficultés d'accès au Sofosbuvir, les obstacles réglementaires au Sofosbuvir vont nous amener à développer ce plaidoyer. Peut-être très rapidement, 3 éléments que je souhaite à ce stade partager avec vous en amont de ce que diront les collègues et de nos échanges sur cette histoire du Sofosbuvir, du Sovaldi, qui devient une affaire, l'affaire du Sovaldi. Le premier, c'est que même si les experts du sujet, même si les militants de la société civile, même si beaucoup d'observateurs du marché du médicament en étaient conscients depuis des années, le Sovaldi va révéler de façon un peu plus large au grand public des dysfonctionnements qui, aujourd'hui, toujours, y compris, nous y reviendrons dans la situation de crise sanitaire liée au Covid-19, pèsent sur le marché du médicament, l'écosystème du médicament. Donc, très rapidement, quels sont certains de ces dysfonctionnements structurels? D'abord, un dévoiement de la propriété intellectuelle. Aujourd'hui, et le Sofosbuvir l'a montré, les États accordent des brevets à des médicaments qui ne le méritent pas. Nous avons, de ce point de vue, dans le cadre de notre plaidoyer que vous évoquiez, Rachel, à Médecins du Monde, initié donc plusieurs campagnes, d'ailleurs plusieurs actions, d'opposition à des brevets concernant le Sofosbuvir. L'une d'entre elles est toujours en cours et fait l'objet d'une procédure d'appel. Et en première instance, pour parler simplement, j'ai envie de dire, nous avons obtenu une première victoire puisque la formule chimique qui couvrait le Sofosbuvir, donc le médicament en tant que tel, elle a été tout simplement annulée par le juge des brevets européens. Ça veut bien dire derrière que les États ont donné un bout de papier qui n'était pas mérité à l'industriel, qui a usé de la position de monopole qu'il avait en raison de ce bout de papier et le brevet pour exiger ces prix élevés au pouvoir public du Nord. Un deuxième élément que nous reverrons aussi dans le cadre de l'épidémie de Covid, pour donner un exemple ce soir, c'est la notion de capture réglementaire. L'industriel qui a commercialisé le Sovaldi à l'époque, Gilead, a utilisé les avantages procurés par des dispositifs accélérés d'accès au marché du médicament pour arriver plus vite, plus fort, avec des prix plus élevés, qui avaient été créés à la demande des industriels du médicament. Récemment, dans le cas du Covid, nous avons eu exactement la même histoire avec le Remdesivir, qui a d'ailleurs montré ce thérapeutique, jusqu'en mars 2020, au moment même où l'OMS déclarait et qualifiait l'épidémie cette épidémie de pandémie, donc une épidémie mondiale, l'Agence américaine du médicament a accordé le statut de médicament orphelin, c'est-à-dire un médicament qui est censé
répondre à une maladie qui concerne très peu de personnes, accorder donc le statut de médicament, une pression des industriels, une faiblesse des États à résister à ces pressions. Et enfin, le prix, ce qui nous a fait réagir au départ, ça révèle donc l'histoire du Sovaldi, des prix qui sont complètement déconnectés de toute logique basique industrielle. Parce que payons-nous aujourd'hui? C'est bien le deuxième point que je voulais aborder, qu'a révélé le Sovaldi, ou plutôt, que ne payons-nous pas? Nous ne payons pas la recherche, nous ne payons pas des efforts de recherche thérapeutique, nous ne payons pas une véritable stratégie industrielle, nous payons les conséquences des choix de l'industrie pharmaceutique dans les années 80 de délocaliser, d'externaliser sa recherche et développement et de la donner finalement à ce qu'on appelle aujourd'hui les startups. Ce sont aujourd'hui les startups qui déposent des brevets et les brevets sont devenus un enjeu de spéculation financière, un actif immatériel qui a énormément de poids dans le bilan des entreprises, qui se valorise au prix le plus fort. Et le Sovaldi a permis de donner à voir au grand public que le médicament, c'était avant tout une histoire de gros sous et de cession, achat, acquisition de brevets. En l'occurrence, l'industriel américain Gilead a acheté pour 11 milliards de dollars le brevet qui était détenu par la start-up pour pouvoir commercialiser le Sovaldi, donc pour pouvoir obtenir le monopole de commercialisation. Il y a aujourd'hui une inflation du ticket d'entrée sur la start-up. Quelques années plus tard, en 2019, l'industriel BMS achète de nouveau un bout de papier, mais cette fois-ci non pas 11 milliards, 75 milliards dans le champ de la leucémie. Et donc, nous avons cette course à l'échalote qui dépasse même les industriels aujourd'hui. Les industriels aujourd'hui sont devenus prisonniers du modèle qu'ils ont créé. Ils sont donc quelque part dans l'obligation de vendre très vite, très fort, à des prix très élevés, des médicaments pour dégager les marges financières qui sont nécessaires pour acquérir le prochain brevet qui fera l'objet de la prochaine opération. Et c'est un cercle sans fin si le régulateur n'y met pas justement un terme. Troisième point, et ce sera ma conclusion en guise d'introduction à ce débat. Troisième point, le régulateur justement, il n'est pas anodin, le régulateur, c'est l'État, c'est la puissance publique. Et il l'est pour trois raisons. D'abord parce que nous confions à l'État la sécurité de nos médicaments. Nous confions à l'État l'expertise pour évaluer l'efficacité thérapeutique. Un médicament, ce n'est pas un bonbon, hein, donc ça fait l'objet quand même d'un dispositif de vigilance sanitaire. Et c'est pour ça qu'il y a des agences. Elles peuvent être critiquables dans certains cas, mais globalement, c'est une bonne chose qu'il y ait des agences qui garantissent cette qualité. C'est le premier levier de régulation. Le deuxième levier de régulation, je l'ai évoqué, c'est le fait que ce sont les États qui accordent des brevets. Le brevet, c'est pas un truc qu'on trouve dans une pochette surprise ou dans la hotte du Père Noël, hein. Ça se mérite un brevet, il y a des critères pour ça. Et ce sont les lois nationales et les conventions internationales, dont celle de l'Organisation mondiale du commerce, qui définissent ces lois. Donc les États eux-mêmes qui sont censés faire respecter et appliquer la loi ne la respectent pas lorsqu'ils répondent aux exigences des industriels qui demandent des brevets alors qu'ils ne respectent pas tous les critères. De nouveau, nous l'avons démontré avec l'affaire du Sofosbuvir, nous l'avons démontré avec Public Citizen, des collègues en Suisse, sur un autre brevet qui était très contestable, un brevet sur un médicament anticancéreux qui est vendu aujourd'hui à 325 000 € l'injection, et de lui-même, l'industriel, cette fois-ci, a renoncé au brevet en raison des arguments opposés par Médecins du Monde devant le juge de brevet qui dénonçait la légitimité de ce document. Troisième niveau de régulation de l'État, l'argent. Ben oui, parce qu'en fait, dans cette histoire-là, qu'est-ce qui paye? Ben c'est nous, c'est la cotisation sociale, c'est l'impôt, c'est la ressource publique. Et nous avons d'ailleurs démocratiquement confié à des parlementaires, à des décideurs publics, la gestion de notre bien commun. Eh bien, les États aujourd'hui dilapident notre argent public alors même qu'ils ont des outils à leur disposition pour réguler ce marché, pour empêcher ces prix exorbitants. L'un de ces outils étant la licence d'office, c'est-à-dire la possibilité offerte, mes chers amis, par le général de Gaulle en 1959. On ne parle pas d'un truc de gauchiste de bas étage. On parle bien de gens qui avaient une vision stratège de l'État et de l'intérêt public, de l'intérêt de la population. Une disposition qui permet de s'extraire du brevet lorsque le brevet est manifestement dévoyé de son principe et lorsque le brevet ne respecte pas ce pour quoi il a été fait, c'est-à-dire rendre accessible au plus grand nombre une invention qui est source de progrès. Donc techniquement, un gouvernement, lorsqu'il estime que l'industriel ne respecte pas le brevet et qu'il utilise le brevet pour se faire des marges économiques, financières qui ne correspondent pas à une vision de la santé publique, eh bien il peut le mettre entre parenthèses. La loi est là, les outils sont là, à la fois au niveau de tous les États, mais aussi au niveau de l'Organisation mondiale du commerce, qui autorise tous les États à le faire dans le cadre des accords de l'OMC sur la propriété intellectuelle. Donc, la seule chose que j'ai envie de dire, c'est saisissons-nous
de cela dans les crises sanitaires que sont les nôtres aujourd'hui. Faisons en sorte, en tous les cas, que les décideurs publics prennent enfin leurs responsabilités, qu'ils n'ont pas prises au moment du Sovaldi, et c'est tout ce qu'a montré l'action de Médecins du Monde. Voilà, à ce stade, quelques éléments que je souhaitais partager avec vous à partir d'une histoire singulière qui a été celle du Sovaldi, mais qui révèle des dysfonctionnements bien plus structurels que nous retrouvons aujourd'hui dans l'épidémie de Covid. Et d'autres éléments que je n'ai pas abordés, mais qui aborderont mes collègues, que nous aborderons plus tard. La question aussi de l'absence totale de transparence sur ces enjeux-là, entre autres la transparence dans l'allocation de la ressource publique, je l'évoquais, mais la transparence sur tout simplement les processus et les résultats cliniques de recherche et développement. Tous ces sujets sont posés sur la table depuis bien longtemps par les pays du Sud initialement, depuis pas mal de temps dans les pays du Nord, ont été de nouveau révélés et identifiés sur la base de faits objectifs avec le Sovaldi. Le débat est donc bien posé depuis quelques années et nous aide à réfléchir aujourd'hui pour analyser la situation et surtout agir. Merci beaucoup. Olivier, alors je m'entends en écho, je ne sais pas, plus maintenant, d'accord, très bien. Merci beaucoup. Oui, il y a sûrement des points que vous pourrez développer dans la deuxième partie avec les questions, on en a déjà reçu d'ailleurs. Je vais maintenant donner la parole à Sophie Crozier. Donc, je rappelle, vous êtes neurologue à la Pitié-Salpêtrière, membre du collectif Interhôpitaux et du comité consultatif national d'éthique. Et vous avez coécrit un avis de ce comité national d'éthique publié à l'automne, justement sur l'accès aux innovations thérapeutiques et les enjeux éthiques qui en découlent. C'est de cet avis notamment dont vous allez nous parler, et peut-être aussi de la manière dont cette question de l'accès aux soins et de l'allocation limitée, parfois rationnée des ressources médicales se pose aussi dans votre quotidien de médecin à l'hôpital public en France aujourd'hui. Merci beaucoup. Bonjour à tous et merci de votre invitation, de l'invitation de Médecins du Monde à ce webinaire. Et voilà, je suis très contente de pouvoir participer à ce webinaire et de partager avec vous l'avis du Comité consultatif national d'éthique. Alors, en effet, on s'est autosaisi au CCNE. Déjà, ça fait à peu près 3-4 ans, et puis ça a été un processus assez long de maturation pour différentes raisons. En partie, au départ d'ailleurs, du fait de l'histoire du Sovaldi, puisqu'il y a eu vraiment un changement, on peut dire, en termes de prix du médicament au moment de l'arrivée de ce nouveau médicament pour l'hépatite C. Donc, on s'est autosaisi pour effectivement envisager les enjeux éthiques de l'accès à l'innovation thérapeutique. Alors, ce qu'on entend par l'innovation thérapeutique, c'est des médicaments, en fait, donc ces médicaments innovants, c'est des médicaments qui sont réellement des révolutions thérapeutiques avec haute valeur ajoutée. Ça peut être des traitements pour le cancer, des maladies comme le cancer ou des maladies génétiques, des médicaments à base d'anticorps monoclonaux, donc qui peuvent pour certains nécessiter des procédés de fabrication assez sophistiqués, on va dire, mais dont les prix n'ont cessé en fait d'augmenter ces dernières années et qui posent très clairement en fait, et c'est ça tout l'objet finalement de l'avis du CCNE, qui pose la question de leur accessibilité à tous. Pourquoi ? Parce que à partir du moment où on voit maintenant ces médicaments se développer, être accessibles peut-être à beaucoup plus de monde, il faut voir qu'effectivement au départ il y avait un certain nombre de médicaments qui étaient entre guillemets destinés à de petits nombres de patients, donc c'est un peu des niches d'ailleurs pour l'industrie pharmaceutique. Maintenant on va peut-être être confronté, et peut-être c'est bien, sauf si les prix restent élevés, mais à des médicaments qui vont être destinés à beaucoup plus de monde. Et ces prix exorbitants de certaines thérapies innovantes qui vont jusqu'à 2 millions d'euros pour le médicament aujourd'hui le plus cher, posent très clairement la question de leur accessibilité pour tous les patients qui pourraient en avoir besoin, même si d'ailleurs pour ce médicament en particulier, c'est quelques patients, eh bien il va falloir choisir, et c'est toute la question, il va falloir choisir parmi les patients ceux qui pourront en bénéficier. Donc ça, c'est un enjeu éthique absolument majeur. C'est la question, effectivement, comme vous l'avez abordé, de la priorisation de médicaments pour une certaine catégorie de personnes, voire même certains individus, ce qui pose des questions très difficiles, évidemment, au niveau individuel pour les médecins, c'est-à-dire qu'on peut être amené à nous demander aujourd'hui de choisir parmi certains patients à qui on va donner le traitement. C'est déjà le cas, le cas pour nombre de médicaments qui sont accessibles aujourd'hui, et si on a des médicaments de plus en plus chers, ça va être un vrai sujet.
L'enjeu majeur, en réalité, l'enjeu éthique principal, c'est, si on pourrait le poser surtout sur la question vraiment de tension qu'il y a, notamment dans notre pays, puisqu'on a la chance d'avoir un système d'assurance maladie qui est un système solidaire, c'est la question de la soutenabilité, ça a été évoqué précédemment par Olivier Maguet, de notre système d'assurance maladie. On a la chance d'avoir un système d'assurance maladie qui peut prendre en charge effectivement des thérapies parfois coûteuses, mais pas excessivement coûteuses. On ne pourra pas tenir, je rappelle que le budget de la sécurité sociale est un budget contraint et qui est voté chaque année, et que du coup, si on se met à rembourser par exemple l'innovation thérapeutique, peut-être ne remboursera-t-on pas d'autres soins. Donc très clairement, la question que le CCNE s'est posée, c'est comment concilier d'une part l'accès de ces traitements très coûteux à tous ceux qui le nécessitent, et la pérennité de notre système d'assurance maladie, et d'autre part les intérêts des entreprises pharmaceutiques, parce que effectivement, ce qu'il faut pouvoir préserver, c'est l'accès à l'innovation, c'est l'innovation thérapeutique. Est-ce que finalement ces coûts, ces prix très élevés ne sont pas un moteur pour l'industrie pharmaceutique? Et puis si on était amené à voir ces prix baisser, finalement, est-ce qu'on aurait moins d'innovation thérapeutique? Donc on s'est intéressé dans cet avis, pour entrer dans le vif du sujet, à la façon, parce que forcément ça s'est posé comme ça, comment sont fixés ces prix? Pourquoi ces prix sont-ils si élevés? Est-ce que ces prix sont justes? Est-ce qu'ils peuvent être justifiés par leur coût de recherche et développement, sur leur coût de production? Et là, c'est là où en fait toute la question devient très complexe, parce qu'il y a une opacité absolument majeure dans la fixation du prix de ces médicaments, hein. Donc ça, c'est quelque chose qui est dénoncé depuis longtemps, notamment aussi d'ailleurs par Médecins du Monde. Il y a eu une résolution qui a été prise par l'OMS en mai 2019 sur la transparence. Alors, ça n'a peut-être pas été assez loin, mais qui avait été votée, notamment par la France. Et pour autant, on n'est toujours pas aujourd'hui on n'a toujours pas de transparence, hein, sur les processus de négociation, de fixation du prix. Et finalement, le pouvoir politique aujourd'hui a assez peu de marge de manœuvre pour négocier avec les industriels, ce qui pose un vrai sujet. Le deuxième point, c'est que quand on regarde le modèle, effectivement, ça a été abordé d'ailleurs précédemment, donc je passerai rapidement dessus, mais c'est un des points qu'on a développé dans notre avis du CCNE. Quand on regarde le modèle économique des entreprises pharmaceutiques, il a considérablement changé depuis une vingtaine d'années. Il a été marqué à la fois par une externalisation, hein, c'est ce qui a été de la recherche, ce qui a été précédemment avancé, et puis par une financiarisation avec des rachats qui parfois sont avancés par les industriels pour justifier ces prix très élevés. Et c'est ça tout le problème, c'est-à-dire que en fait, on pourrait peut-être accepter que les prix soient très élevés s'ils étaient liés à des coûts de recherche et développement majeurs, à des coûts de production importants, mais ça n'est pas le cas. En fait, la façon dont, pour terminer juste sur cet aspect de la fixation du prix, après de multiples auditions, ce qu'on a pu comprendre au CCNE, c'est qu'en réalité, ils étaient fixés par la disposition du pays à payer un médicament, et de ce fait, comme souvent c'est parfois c'est négocié assez souvent d'abord par les États-Unis, on commence avec des prix qui sont très élevés, et ensuite au niveau européen on a beaucoup de mal, et ça rejoint d'ailleurs la préoccupation actuelle, les discussions qu'on a aujourd'hui autour des vaccins, hein. On voit bien qu'il y a un contexte international qui est absolument majeur aujourd'hui pour l'accessibilité aux médicaments. Donc, cette optimisation finalement, cet objectif de pouvoir concilier une soutenabilité de notre système d'assurance maladie dans un contexte d'envolée des prix, j'allais dire, est un véritable enjeu. Donc, on va être finalement confronté à des tensions éthiques qui sont soit de dire, eh bien, on décide d'allouer finalement cette innovation thérapeutique à certains patients et pas à d'autres. Et là, il faudrait pouvoir discuter, alors sur quels critères, comment est-ce qu'on peut faire. Et on voit que derrière se pose la question finalement aussi d'une certaine façon de la valeur de la vie, une forme de hiérarchisation aussi de la valeur de la vie. Est-ce qu'on voit, peut-être c'est un hasard, mais sans doute pas, que le médicament le plus coûteux aujourd'hui, c'est un médicament qui s'adresse à des enfants. Donc, est-ce que voyez, est-ce qu'on peut évaluer finalement d'une certaine façon le prix de la vie humaine? Et donc, c'est toutes ces questions qui se posent. Et donc, soit on choisit donc parmi les personnes, soit on décide alors de dérembourser d'autres choses. Ou alors,
on vote des lois de financement de la sécurité sociale avec, à ce moment-là, un budget très élevé, mais effectivement, qui payera tout ça, etc. Donc, voilà, pour poser un petit peu les enjeux et venir ensuite autour des principales recommandations du CCNE, hein, juste avant de conclure. On a effectivement, après avoir envisagé tous ces différents aspects, vraiment insisté sur le premier enjeu qui est celui de la transparence. La première recommandation de notre comité était de dire qu'il fallait absolument une exigence sur la transparence de la fixation du prix des médicaments. C'est une exigence éthique et démocratique avant d'être même stratégique. Donc ça, il faut effectivement qu'on puisse réfléchir aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il faut envisager une concertation avec les différents intervenants pour pouvoir avancer sur cette question de la transparence? Mais on ne pourra pas, en tout cas, et c'est vrai aujourd'hui, on le voit d'ailleurs avec la question des vaccins, on ne pourra probablement pas avancer si on n'arrive pas à obtenir un peu plus de transparence dans tout le procédé en fait de fabrication, et de recherche et développement, etc. Je dis ça parce que, évidemment, si on se pose ces questions-là sur la transparence, c'est que si l'industrie pharmaceutique était en déficit, on pourrait se dire qu'effectivement, c'est difficile, mais il se trouve que c'est une industrie qui se porte très bien, avec des bénéfices importants, qui sont équivalents à ceux de l'industrie du luxe. Donc, forcément, on peut imaginer que ces coûts de recherche et développement ne couvrent peut-être pas tout. Et donc, ça, c'est une des questions très importantes aujourd'hui. Le deuxième point, c'est que ce dont on s'est rendu compte aussi à travers les auditions, c'est que probablement, il fallait qu'on puisse renforcer aujourd'hui les instances publiques qui préparent les négociations, parce que il y a une forme d'inégalité, en tout cas, lors de ces discussions avec les industriels qui sont, entre guillemets, peut-être plus armés, mieux armés que les instances publiques qui négocient. Et il faudrait probablement consolider ces bureaux qui sont chargés de délivrer aussi les brevets avec des personnes peut-être qui seraient issues du domaine de la recherche, du secteur aussi médico-économique, etc. Mais renforcer vraiment ces instances de négociation, bien sûr autour de la transparence est un préalable, mais ça c'était vraiment la deuxième très grande recommandation de l'avis du CCNE. Et puis, bien sûr, on arrive à la question qui est débattue aussi aujourd'hui, et la troisième recommandation qui est autour de la nécessité de pouvoir avancer dans des politiques de coopération européennes et internationales. On voit bien aujourd'hui que nous ne pourrons pas arriver et avancer dans ces enjeux, notamment de fixation du prix du médicament, sans avoir vraiment une collaboration très forte avec nos amis européens, et au-delà, évidemment, aussi avec d'autres pays, puisque si les prix sont fixés dans certaines régions du monde à des prix beaucoup plus élevés, il est très difficile après de pouvoir obtenir les médicaments à ces prix-là. Donc ça, c'est un enjeu majeur. Il faut probablement aussi élargir les compétences de l'Agence européenne du médicament, notamment pour ces questions d'évaluation des prix. Donc voilà, ça c'était vraiment les principaux aspects. Alors je voudrais peut-être juste revenir deux minutes avant de finir sur la nécessité, rappeler peut-être que ces questions qui se posent, qui peuvent paraître assez éloignées ou pas d'ailleurs de la situation actuelle de la pandémie, mais la question en réalité qui se pose, c'est vraiment la question de l'accessibilité aux soins, du coût bien sûr de ces soins et évidemment d'une situation où dans une enveloppe fermée, on va être amené à faire des choix qui peuvent être des choix tragiques. Alors, on l'a vu parce que cette crise finalement a été une grosse loupe à la fois de nos forces, mais aussi des défaillances du système de santé. On a vu à quel point on pouvait avoir un pays solidaire, des gens très motivés. On a vu aussi d'ailleurs que l'industrie pharmaceutique avait été capable de produire des médicaments, et c'est une question qu'on peut poser, des vaccins dans un délai très rapide, et puis finalement au niveau individuel à des prix peu
élevé. Donc moi, je m'interrogeais, je me demandais finalement si ces vaccins avaient été destinés à quelques-uns, peut-être à un millier ou 2 milliers de personnes. Est-ce qu'ils auraient eu le même coût? C'est une vraie question. On a vu aussi, et ça c'est un vrai sujet aujourd'hui, le soutien important à des États dans la recherche, mais c'est vrai, et dans l'industrie pharmaceutique, il faut le savoir, ça a été dit par Olivier Maguet, les États investissent considérablement, on a du mal à comprendre pourquoi il n'y a pas de retour d'une certaine façon sur investissement. Donc vraiment, on voit l'écho que ça a aujourd'hui, je trouve, par rapport à la crise et à la pandémie. Et puis un dernier point pour dire qu'il y a la question de l'innovation thérapeutique, mais il y a aussi à côté, et c'est pour terminer là-dessus, parce qu'on avait aussi proposé éventuellement donc dans l'avis du CCNE, un pôle public du médicament ou un pôle mixte, mais c'est un moyen aussi de pouvoir négocier avec l'industrie pharmaceutique. Et pourquoi c'est important? Parce que c'est important aussi pour avoir accès à des molécules de base. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, enfin quand je dis aujourd'hui, ça fait des années, on est confronté à l'hôpital, moi je travaille à l'hôpital public, on est confronté à des pénuries récurrentes de médicaments entre guillemets de base, et ça devient inacceptable. Pendant la crise, ça a été médiatisé sur la question des hypnotiques, mais on a été dans une très grande difficulté, et je dois le dire à titre personnel, notamment pour accompagner des patients en fin de vie, parce qu'on n'avait plus accès à certaines molécules. Ça n'est pas possible. Aujourd'hui, on peut… la question, c'est qu'est-ce qu'on peut mettre aujourd'hui en place pour la production de médicaments au niveau national, au niveau européen, pour être moins dépendant, on va dire, d'autres pays. Voilà ce que je voulais dire. J'ai peut-être un petit peu dépassé, mais c'était les principaux éléments. Aucun problème, merci beaucoup. L'avis dont vous parliez du CCNE, il est disponible sur le site du CCNE, il est accessible à tous. Et je voulais juste ajouter, il y a un autre avis qui a été publié en novembre aussi, qui est intéressant, sur justement cette question aussi de ce qu'on a appelé le triage des patients à l'hôpital pendant la première vague de la crise sanitaire, et donc il est aussi accessible sur le site du CCNE, et c'est aussi très intéressant de s'y reporter. On va maintenant écouter Jean-Paul Godillère, donc historien des sciences, chercheur à l'INSERM, sur une perspective historique sur le triage, justement. Donc je vous donne la parole et vous allez présenter un… Oui, j'ai une petite présentation. Si okay. Thibaut, vous pouvez mettre la première… Ça marche ? Voilà, la première diapositive. Ça marche? Oui, très bien. Donc, juste pour faire écho à ce qui vient d'être dit, je vais commencer par évoquer brièvement la politique vaccinale dans le cadre de la pandémie. Parce que, bon, un premier niveau, on peut dire que les problèmes d'accès aux vaccins, au moins en Europe, ne sont pas en priorité liés au coût et sont davantage le résultat des tensions et des questions afférentes aux capacités de production. Mais pourtant, la situation que nous vivons aujourd'hui n'a pas sans lien avec les opérations des grandes entreprises du secteur et leur lien avec les États. Je voudrais juste évoquer brièvement un exemple qui porte précisément sur le contraste très fort entre le nord et sud de ce point de vue-là, avec les mécanismes que l'OMS a tenté de mettre en place pour assurer deux choses, c'est-à-dire d'un côté le financement de l'accès aux vaccins pour les pays dits à revenus bas et moyens, et qui s'appuyait un peu sur un modèle de financement proche de celui qui avait été adopté pour le Fonds mondial, et d'autre part un mécanisme pour favoriser les transferts de technologies pour assurer un élargissement des capacités de production et des productions locales. Et aujourd'hui, malheureusement, il faut bien constater que ces deux dispositifs mis en place par l'OMS sont dans l'impasse. Le premier par manque de financement et à court terme du fait des conséquences directes de la politique de réservation des doses qu'a pratiqué l'Europe et l'Amérique du Nord. Et le second mécanisme, faute de participation de la plupart des pays inventeurs et des firmes qui sont à l'origine des vaccins qu'on a aujourd'hui. Ce qui fait que l'accès aux vaccins pour les Suds aujourd'hui se fait par l'intermédiaire d'accords spécifiques, comme celui qui lie que la Chine et l'entreprise Sinopharm ont passé avec le Maroc, ou encore celui que la Grande-Bretagne et AstraZeneca ont passé avec l'Inde. Alors, je ne vais pas insister sur cette relation à la construction des marchés, mais sur l'autre enjeu de la politique vaccinale, à savoir la question des priorisations, du triage et des rapports avec la santé, leur rapport avec la santé publique.
Parce qu'une des clés, à mon avis, de compréhension des crises à répétition qui caractérisent la gestion française de la pandémie depuis 1 an est la faiblesse de la santé publique dans notre système de santé, et c'est un enjeu adjacent à la question des prix et des coûts. Alors, je peux voir la diapositive suivante. Bon, le problème du triage dans le contexte de la pandémie a émergé sur la place publique, en fait, pendant la première vague, en lien avec les choix d'admission ou de non-admission en réanimation, avec les décisions d'intuber ou de ne pas intuber des patients très vulnérables, que ce soit du fait de leur âge, de pathologies préexistantes ou encore d'autres facteurs cliniques. Et les autorités sanitaires nous ont alors dit que le triage n'avait pas eu lieu et que cette horreur avait été évitée. Et par là, il faut comprendre que des refus de soins entraînant des pertes de chance n'auraient pas eu lieu. Alors ça, c'est une chose hautement discutable, en particulier quand on s'intéresse un peu à la situation dans les EHPAD et ce qui s'est passé en matière de transfert à l'hôpital. Et pour s'en convaincre, il suffit d'écouter les témoignages qui ont été recueillis par la mission d'information de l'Assemblée nationale sur la pandémie. Alors un triage a donc bien eu lieu. Et comme beaucoup de praticiens l'ont rappelé, le triage clinique n'est pas nouveau. Il appartient à la routine du travail dans le service de réanimation et de soins intensifs. Et au-delà, je dirais. Parce que d'une certaine façon, le triage clinique est intrinsèque au travail médical dans la mesure où ce dernier est une allocation de soins pour un patient donné, à un moment donné, en fonction de ressources qui sont là ou qui ne sont pas là. Et un point crucial, à mon avis, est que cette allocation, du coup, ne se fait pas sur la seule base de l'évaluation de la situation clinique, mais fait intervenir les ressources disponibles, qu'elles soient matérielles ou humaines. Et je peux avoir la diapositive suivante. Bon, au fond, c'est une idée qui est assez banale et qui est même évidente si on pense aux origines historiques du triage, à savoir la Première Guerre mondiale, non, la précédente. Voilà. Donc la Première Guerre mondiale, qui est illustrée ici, et la médecine militaire. Le triage a alors été officialisé comme moyen de prendre en charge le nombre énorme de soldats blessés au front. Et le choix d'envoyer qui, où, pour bénéficier de quel traitement, dépendait non seulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins militaires dans les tranchées, mais aussi de l'organisation complexe du système de santé aux armées, avec ses protocoles de gestion de flux, avec sa hiérarchisation des stations, des hôpitaux, des centres de convalescence. Ce triage clinique dépendait donc aussi de ce qu'on peut appeler un triage systémique, et c'est encore le cas aujourd'hui. Diapositive suivante. Le triage systémique peut prendre différentes formes. C'est un point sur lequel je voudrais insister parce que c'est important. Différentes formes selon les acteurs concernés et consultés, selon la façon dont sont définis les objectifs, selon les outils qui permettent de les mettre en œuvre. Et bon, si on regarde l'histoire de la santé, en particulier de la santé internationale depuis les 30 dernières années, on a vu des changements majeurs dans la nature du triage, que ce soit au nord comme au sud. Bon, on peut dire que un triage qu'on peut appeler politique a dominé les 30 Glorieuses. En France, par exemple, il est passé par le fait de donner aux hôpitaux un rôle stratégique, de sorte que les décisions de construction d'établissements ou d'ouverture de lits étaient centrales. Et celles-ci étaient prises sur la base de négociations territoriales, faisant intervenir une évaluation grossière des besoins à partir de démographiques et une discussion souvent très tendue entre administration sanitaire et élus locaux. Alors au sud, et c'est ce que cette diapositive ici veut illustrer, la domination du triage politique est parfaitement reflétée dans la stratégie de soins de santé primaire qui avait été adoptée par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, à la fin des années 70. Cette stratégie était associée au slogan « La santé pour tous » en l'an 2000 et à l'idée d'une reconnaissance générale du droit à la santé. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de triage et de priorisation. Au contraire, dans la définition de la stratégie de soins de santé primaire, les priorisations ont porté sur les populations. Il y a par exemple l'idée de favoriser les populations rurales marginalisées par rapport aux urbains dans les politiques précédentes, de priorisation des maladies en mettant l'accent sur les pathologies infectieuses et la santé maternelle et infantile, ou la priorisation de certains biens, avec par exemple l'établissement de listes de médicaments qui étaient dits essentiels, et essentiels
du fait de leur cible et de leur efficacité, et non pas prioritairement en fonction de leur coût. Donc la définition des besoins prioritaires dans ce cadre-là reposait sur un jeu complexe entre les experts, par exemple les épidémiologistes, les responsables de santé publique, et un appel récurrent à la participation des communautés. Diapositive suivante. Ce régime du triage politique, on peut le contraster avec celui du triage à dominante économique. Alors, en France, l'existence de ce triage est bien mieux connue à cause des débats sur la gestion de l'hôpital, sur la fixation de l'objectif national de santé, qui est un plafond budgétaire, et l'existence des grilles de tarification à l'activité. Je ne vais pas revenir sur ce point-là, juste dire qu'on a un mouvement analogue de montée en puissance de l'évaluation médico-économique dans la santé publique internationale, et ce, depuis les années 90. Donc là, qui concerne aussi les Suds. Et le fameux rapport Investir dans la santé, qui a été adopté par la Banque mondiale en 1993 et qui a officialisé et renforcé le fait de considérer la santé comme une cible majeure d'investissement pour la Banque mondiale, argumentait, contrairement à ce qu'on a souvent dit, non pas en faveur d'une privatisation étendue des services de santé ou d'une réduction des budgets, mais bien en faveur d'investissements publics élargis, mais à condition qu'ils soient performants. Et c'est ça le point crucial. Performance, cela voulait dire évaluer sur la base d'analyse coût-efficacité. Et c'est en ça que le triage devient économique. Et pour ça, la Banque mondiale et l'OMS ont inventé un outil de calcul original qui est illustré par cette figure-là, qui montre le classement de toute une série d'interventions possibles selon le rapport entre ce qu'elles font gagner en années de vie et ce qu'elles coûtent. Et qui font que, par exemple, cibler la chimiothérapie de la tuberculose était un excellent objectif en termes de rapport coût-efficacité. Diapositive suivante. Alors, à mon avis, on aurait tort de conclure de cette évocation du basculement d'un triage politique vers un triage économique que les problèmes d'accès et de pénurie qui marquent la gestion de la Covid-19, en particulier en France, ne sont que l'effet de ce changement et de cette économicisation de la santé. Un autre élément crucial, à mon avis, au moins en France, est la faiblesse structurelle de la santé publique et un certain nombre de problèmes d'organisation spécifiques du système de santé. Et je vais en prendre je vous évoque juste un indice parmi des dizaines. Santé publique France a un effectif total de 500 personnes à peu près, tout compris. Son homologue britannique, c'est 10 fois plus, alors même que la Grande-Bretagne a connu depuis 20 ans des coupes continues dans les budgets de la santé. Et Santé publique France est avant tout responsable de la surveillance épidémiologique et de l'éducation à la santé, n'a quasiment aucune expérience en matière de logistique ou de santé publique opérationnelle. Alors on peut discuter des origines de cette faiblesse. À mon avis, elle est ancienne, vieille de plusieurs décennies. Elle tient aux réorganisations de l'après-guerre, en particulier à la priorisation de l'hôpital, à la priorisation des maladies chroniques et de la biomédecine. En tout cas, la chose importante, c'est qu'elle a eu des conséquences majeures depuis un an. Un seul exemple, la politique des tests. Les pénuries dans leur réalisation et l'échec de la stratégie que l'OMS avait appelée « tester, tracer, isoler ». En mars 2020, Jean-François Delfrécy expliquait la chose suivante. S'ils étaient disponibles en très grande quantité, les tests permettraient en fait de tester les individus suspects et de les isoler ensuite de tout contact. Il s'agit donc d'un problème majeur. Si nous n'avons pas choisi cette stratégie en France, comme cela a été fait en Corée, c'est parce que nous n'avions pas la capacité, dans un premier temps, de tester un très grand nombre de personnes. Et donc, sous-entendu, le confinement devenait inévitable. Alors, notre propre enquête sur les usages des tests a confirmé que le dispositif initial, qui était centré sur un tout petit nombre de laboratoires habilités pour contrôler ce qui était perçu comme un risque associé à l'arrivée de voyageurs éventuellement contaminés. L'idée à ce moment-là était que Covid-19 était une maladie émergente hors de nos frontières. Ce dispositif a été totalement débordé en février-mars pour être remplacé finalement par un triage strict
ciblant l'usage diagnostique et les patients symptomatiques et à risque. Malheureusement, l'incapacité à mettre en œuvre, tester, tracer, isoler s'est répétée à l'été, dans le cadre du premier déconfinement, malgré une augmentation énorme des capacités de tests réalisées par toute une série d'acteurs et d'initiatives, on pourra en discuter. Bon, et ce second échec renvoie à d'autres facteurs tels que l'abandon de la priorisation des cas contacts pour l'accès aux tests, ou encore le fait que trop peu de ressources aient été investies dans le traçage, un traçage qui était conçu sur un mode très technocratique, comme une simple circulation d'informations. Et là, je vous renvoie à une excellente tribune signée par Sophie Crozier et une partie de ses collègues dans Le Monde d'aujourd'hui pour évoquer ces enjeux. Alors, diapositive suivante, et je m'achemine vers ma conclusion, pas d'inquiétude. Il y a quand même eu quelques expériences alternatives intéressantes et qui indiquent ce qu'auraient pu être d'autres formes de traçage et d'autres formes de priorisation. À Paris, le programme Covisant, qui avait été proposé par Renaud Piarou et initialement mis en œuvre par la PHP et la ville, s'inspirait de l'expérience de lutte contre le choléra en Haïti, et ça renvoie à un point évoqué par Olivier sur le apprendre des expériences dans les Suds. Et il s'agissait d'envoyer des équipes mobiles dans les quartiers très peuplés et défavorisés pour discuter, réaliser les tests et aider les personnes, contacts ou positives, à définir leur stratégie de réduction des risques. Il s'agissait donc d'une démarche de participation, une démarche de faire avec. Évidemment, ça ne résout pas tout. Par exemple, ça ne pouvait pas résoudre l'absence d'incitation financière à s'isoler pour les cas contacts. Mais ça semble avoir joué un rôle non négligeable, au moins à Paris, dans l'acceptation ou non des étapes non techniques de la stratégie. Je parle là de l'isolement et le traçage, la participation au traçage. En conclusion, et ça va être ma dernière diapositive, qui est une forme rapide d'autopromotion, en conclusion, je dirais juste que la question, à mon avis, n'est donc pas de savoir s'il y a triage ou non. La question, c'est de savoir quel genre de triage est mis en œuvre, en particulier quel genre de triage systémique, pour quels objectifs, comment et décidé par qui. Et du coup, on peut, une fois admis ça, on peut entrer dans un autre registre de discussion qui est de savoir ce que ça signifie pour l'avenir de notre système de santé, en particulier en lien avec les problèmes qui ont été évoqués de contraintes liées au prix et aux enjeux directement économiques, et aussi de ce que ça signifie très concrètement aujourd'hui pour la politique vaccinale Covid-19. Merci beaucoup. J'imagine qu'il y a des points sur lesquels on reviendra ensuite dans les questions. On a déjà reçu vraiment un certain nombre de questions. Je vous prie de m'excuser par avance aux personnes qui les ont posées. Je ne vois pas leur nom, donc je ne peux pas dire leur nom. Mais on a reçu des questions. Déjà, par exemple, je pense qu'il s'adresse plutôt à Olivier sur la licence d'office. Quelqu'un qui demande la licence d'office n'a jamais été utilisée en France, alors qu'elle existe dans la loi depuis 1959. Pour quelle raison? C'est une bonne question et je vous remercie de l'avoir posée. En fait, j'aimerais bien qu'on pose cette question à Marisol Touraine, par exemple. À l'époque, elle était ministre de la Santé. Nous lui avions posé, à Médecins du Monde, et elle nous avait répondu de façon un brin méprisante, dirais-je, que c'était une arme nucléaire, que c'était une bombe atomique, que ça allait déclencher la guerre avec l'industrie pharmaceutique. Pourquoi je cite cet exemple qui est réel, c'est que nous avons des décideurs publics qui dégradent volontairement un outil du droit qui a été voté par un parlement démocratique en 1959, pour cacher des préventions, alors ça sera la deuxième question en fait, à utiliser cet outil du droit. Et pour répondre à votre question, pourquoi elle n'a jamais été utilisée, je vais vous citer dans un excellent livre qui est sorti il n'y a pas très longtemps, n'est-ce pas, un extrait du rapport de la Cour des comptes à l'occasion de l'examen de l'exécution du financement de projets de loi de sécurité sociale. Vous le savez, tous les ans, il y a la loi de financement de la sécurité sociale qui est votée, en mois de décembre généralement, et l'année suivante, elle fait l'objet d'analyse par la Cour des comptes, c'est son métier, et qui, tous les ans, met un focal particulier sur un sujet. En 2017, elle avait mis la focale sur le prix du médicament. Et je vous cite un extrait de ce que dit la Cour dans son rapport.
Des interventions auprès des pouvoirs publics motivées par des considérations de nature industrielle conduisent parfois à fixer ou à maintenir des prix anormalement élevés. Ça n'est pas un médecin du monde qui le dit. Ça n'est pas un petit planquin paumé je ne sais pas où, ça n'est pas un professionnel de santé qui est démuni parce qu'il n'a pas les moyens de traiter ses patients, et Sophie nous l'a bien exprimé ce que ça signifie au quotidien cette histoire-là. C'est bien notre gendarme budgétaire qui dit, en d'autres mots, que l'État est soumis aux pressions des industriels. Et dans la pression des industriels aujourd'hui, il y a une injonction à ne pas utiliser cet outil du droit avec du chantage. Je ne sais plus lequel de mes prédécesseurs, de mes successeurs plutôt dans la prise de parole, parlait d'un rapport inégal dans la négociation. C'était Sophie, je crois. Oui, c'est une illustration très explicite de cette distorsion dans le rapport de force entre les industriels qui imposent d'un côté et l'État de l'autre. L'État a des moyens de s'extraire de cela, il ne les utilise pas car il est soumis au chantage de l'industrie. Pour conclure sur cette question, pourtant, ça marche. Un exemple très concret, qui est le pays de Big Pharma, donc les États-Unis d'Amérique, qui font la pluie et le beau temps aujourd'hui sur le prix des médicaments, les États-Unis d'Amérique qui fixent les barrières mondiales, les références mondiales de prix avant que ça arrive en Europe avec une décote de 25%. En 2001, en pleine crise terroriste après les attentats du 11 septembre, il y a, pour celles et ceux qui s'en souviennent, la crise de l'anthrax, vous vous souvenez, hein, ce bacille qui est arrivé par le biais de courrier, cette poudre arrivée par le biais de courrier chez les congressmen américains et puis les journalistes. Émotion nationale, discours de guerre, on y reviendra d'ailleurs sur les discours de guerre qui sont utilisés lorsqu'il s'agit de lutter contre des épidémies. Discours de guerre et de ration de la population. Le président Bush de l'époque promet à tous les Américains un antidote, une dose de l'antidote. L'antidote, elle existe, elle est protégée par un brevet. L'industriel détenteur du brevet ne veut pas s'aligner sur les prix exigés par le gouvernement des États-Unis d'Amérique. Je parle bien du gouvernement des États-Unis, hein. Je ne parle pas de la Corrèze ou du Zambèze. Le président Bush menace de déclencher une licence d'office. Du jour au lendemain, le laboratoire s'est aligné. Et à ma connaissance, depuis une vingtaine d'années, l'industrie pharmaceutique n'a pas été mise à sac aux États-Unis, bien au contraire, comme l'a montré l'épopée de Gilead. Donc, ces outils du droit, ils marchent. Le simple fait de les utiliser, ils marchent. Donc, effectivement, il y a une renonciation aujourd'hui sous la pression des industriels, des pouvoirs publics, des décideurs publics qui sont les seuls à avoir la main. Ce n'est pas le président de Médecins du Monde qui peut déclencher une licence d'office, c'est le ministre de la Santé, le Premier ministre, le président de la République. Donc, la réalité, elle est là, et tout le débat sur la licence d'office n'est pas un vain débat. Ça n'est pas l'horizon indépassable de Médecins du Monde ou d'autres organisations. Ça doit bien être considéré comme un fait social total, comme disait Marcel Mauss. C'est révélateur de tous ces dysfonctionnements. Nous avons un bon outil du droit qui est dans toutes les législations nationales, qui a même été repris par les conventions de l'Organisation mondiale du commerce. Vous voyez une petite question. Non, effectivement, elle ne délivre pas les brevets. L'Organisation mondiale du commerce, en revanche, elle dit aux États comment délivrer les brevets. Eh bien, cette disposition, elle est là, elle n'est pas acceptée parce que les industriels aujourd'hui refusent l'utilisation d'un outil démocratique. Est-ce que Jean-Paul veut dire, vous voulez réagir? Oui, juste rajouter un petit mot sur la question de la licence d'office, de la licence obligatoire. Ce qui est intéressant aussi quand on revient sur le contexte de 1959, pourquoi ça a été introduit? Ça a été introduit dans le contexte très particulier d'une loi sur les brevets de médicaments qui banalisait l'existence des brevets sur les médicaments, alors que dans le droit de la propriété intellectuelle français, jusqu'en 1959, il n'y avait pas de brevet sur les produits de santé. C'était une exception qui avait été en fait longuement défendue pour des raisons de santé publique, mais aussi pour des raisons professionnelles par les pharmaciens, parce que introduire le brevet aurait mis en danger la possibilité de fabriquer de faire les préparations à l'officine. Et du coup, changer complètement potentiellement le métier de pharmacien. Et la licence d'office est introduite à ce moment-là comme une espèce de concession pour dire on ne va pas tout changer complètement, donc on laisse un dispositif un peu particulier qui permet de prendre en compte le statut spécifique des médicaments et le lien à la santé, à l'accès aux soins. Bon. Mais parce que le cadre général était quand même en lien avec l'essor de la grande industrie pharmaceutique et le statut des
des médicaments molécules qui étaient brevetables le statut des molécules qui étaient brevetables depuis très longtemps. Ça a été emporté par cette banalisation et du coup, à aucun moment, je crois qu'à aucun moment, il y a même eu une discussion sérieuse sur la possibilité de l'appliquer à un produit donné. Tout à fait. Et juste pour rebondir sur cette question des brevets, on avait une question de quelqu'un qui demandait est-ce que l'OMS peut attribuer des brevets? Donc peut-être c'est bien de préciser juste qui attribue les brevets et sur quelle base. Ce sont les États. Ce sont les États qui attribuent les brevets, donc soit les États à un niveau national, soit à un moment des États décident de s'unir pour avoir une procédure commune d'instruction et de délivrance des brevets. C'est le cas de 38 pays sur essentiellement l'Europe, plus la Turquie qui, à un moment, signé en 1973 une convention sur le brevet européen, mais ce ne sont que les États. C'est un outil très régalien, le brevet. Et après, ces États ont eu, jusqu'avant la création de l'OMC en 1994, la liberté de définir leur loi sur les brevets, donc elle est plus ou moins sur la même loi. Et en 1994, c'est toute la différence, c'est l'impact de la création de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC a imposé que les États qui n'avaient pas des lois sur les brevets ou des lois suffisantes traduisent dans leur législation nationale les dispositions de propriété intellectuelle et les appliquent. Et les appliquent sur le médicament, parce qu'effectivement, le médicament, et ça n'est pas qu'une exception française, dans pas mal de pays pendant très longtemps, il n'a pas été protégé par le brevet, pour la raison que soulignait Jean-Paul, c'est un produit, un bien de consommation qui est particulier, qui traite de la vie et de la mort et de la santé. Et c'est bien pour cette raison que dans beaucoup de pays, on avait des restrictions à la brevetabilité sur le médicament. Et c'est pour cette raison que les dispositifs comme la licence d'office ou la licence obligatoire sont conçus comme un garde-fou sur ce bien particulier qu'est le médicament lorsqu'il est breveté. Merci. On a une question qui s'adresse à Sophie Crozier au sujet du pôle public du médicament dont vous parliez dans votre intervention. Quel serait le rôle de ce pôle et quel avantage ça aurait d'avoir un tel pôle public du médicament? Oui, merci pour cette question. Oui, en fait, l'avantage principal, c'est aussi ce qui a été rappelé, j'ai vu un peu aussi dans le chat et puis par certains, c'est que le médicament devrait être un bien public. Enfin, je rappelle que ça n'est pas un produit industriel comme les autres, c'est un produit qui est destiné surtout pour ceux qui sont les plus essentiels à des personnes vulnérables. Et donc, on peut comprendre que finalement, ces médicaments pourraient être fabriqués du coup, et toute la recherche et développement et la production pourrait être réalisée dans un pôle public du médicament. Alors, c'est probablement assez utopique. L'idée, ça serait peut-être plutôt d'être sur quelque chose de mixte, mais ça pourrait répondre à deux problématiques qui sont d'une part, ou trois, mettons, parce que je pense qu'il y en a une troisième qui est quand même importante et je vais dire en premier, qui est celle de valoriser aussi la recherche, de donner les moyens à la recherche en France de pouvoir, parce qu'on a d'excellents chercheurs et on sait, c'est souvent médiatisé d'ailleurs, on sait qu'ils partent faire leur recherche ailleurs. Donc, revaloriser, donner des moyens à la recherche en France. On a encore une fois d'excellents chercheurs, d'excellentes institutions de recherche, et donc ça pourrait être fait effectivement en lien avec tous ces organismes de recherche. Et puis évidemment, l'intérêt, ça serait de pouvoir lutter contre les pénuries et de pouvoir être une forme en tout cas de poids pour pouvoir discuter et de négocier les prix avec l'industrie pharmaceutique, parce qu'elle existera sûrement toujours, c'est pas le sujet, mais c'est au moins qu'on puisse avoir des outils de négociation. Là, si on n'a rien à proposer, s'il n'y a pas du tout, on voit comment les prix sont fixés, c'est la loi du marché, donc s'il n'y a pas de compétition et qu'il y a un monopole en fait de l'industrie pharmaceutique, c'est pour sortir de cette position de monopole aujourd'hui de l'industrie pharmaceutique. Et je voudrais revenir quand même sur un point aussi d'ailleurs que j'ai pas évoqué, mais ça pose aussi question. Il faut quand même savoir que l'industrie pharmaceutique, il y a aussi des crédits impôt recherche qui sont donnés. Enfin tout ça, on pourrait demander aussi un retour là-dessus quand ensuite on a négocié les prix, puisque ces prix restent très élevés, alors même que, encore une fois, ça a été dit, mais c'est important en fait. Peut-être que ça, il faudrait qu'on puisse aussi limiter de cette façon les choses. Donc c'est une façon aussi de pouvoir limiter cette escalade des prix contre laquelle on ne peut, pour l'instant, on a vraiment beaucoup de mal à lutter. Et c'est d'ailleurs la question du pôle public du médicament, une revendication qui est aujourd'hui portée par un certain nombre d'acteurs dans le débat public.
Oui, mais enfin bon, ça reste, voilà, pour l'instant, c'est porté, c'est pour l'instant, c'est à chaque fois retoqué, en tout cas quand c'est discuté, voilà, dans les différents parlements. Juste, je voudrais profiter, pendant que j'ai la parole, juste pour revenir sur un point, sur les questions de priorisation, parce que je trouve que c'est très important ce que disait Jean-Paul Gueudière sur la question de la façon dont on pouvait envisager, je le dis très rapidement, mais en tout cas certains choix dans les politiques de santé. Il faut quand même voir que ça soit dans le domaine du médicament ou dans les choix de santé, on a quand même ces dernières années, et quand je dis ces dernières années, c'est peut-être en tout cas au moins ces 30 dernières années, une tendance très lourde à faire des choix qui dépendent de la rentabilité des projets de soins. Nous, on le voit à l'hôpital, hein, ça fait écho, et ça, c'est plus ma casquette, on va dire, de médecin hospitalier et de membre du collectif interhôpitaux, mais on est, voilà, on est très, comment dire, on alerte depuis très longtemps sur le fait qu'on a une réorganisation des projets de soins qui sont faits non pas en fonction des besoins de santé de la population, mais de ce que ça va, voilà, des activités qui peuvent être rentables pour l'hôpital. Et pour la question du médicament, c'est la même chose. Je veux dire, aujourd'hui, il y a quand même des pans de la recherche qui seraient hyper importants. Je prends pour exemple, et après des auditions aussi qu'on a eues au CCNE, qui sont par exemple les recherches sur les antibiotiques. Ça serait vraiment important d'avoir certains médicaments aujourd'hui, puisqu'on a des résistances à certains antibiotiques. Or, cette recherche n'est probablement pas rentable, entre guillemets, pour l'industrie pharmaceutique. Et du coup, c'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est qu'un autre enjeu aussi de changer de modèle et éventuellement d'avoir un pôle public du médicament, ça serait de pouvoir répondre aux besoins de santé de la population. C'est ça aussi. On parle et on n'a pas une santé publique forte. Ben oui, en fait, ce qu'il faudrait, c'est qu'on puisse répondre aux besoins de santé de la population. Ça paraît peut-être évident, mais c'est ce qu'on n'arrive pas finalement à faire avec les modèles actuels, qui sont quand même effectivement là dans un système qui est vraiment la loi du marché et dont on n'arrive pas à sortir. Quelqu'un pose une question très précise, je ne sais pas lequel d'entre vous voudrait répondre. Il existe un dispositif permettant de baisser le prix d'un médicament dès lors que les volumes vendus augmentent. Comment optimiser ce dispositif en toute transparence? À quoi il fait référence exactement? Après, une négociation de prix. Négociation de prix une fois que les… Post AMM, donc là, qui font donc au mécanisme de négociation qui existe entre du coup là l'organisme payeur, en l'occurrence la Sécu, les évaluations faites par la HAS et puis les industriels. D'accord. Oui, et peut-être très rapidement sur cette question-là. Donc, c'est prévu par exemple, en France, la convention cadre qui lie l'industrie pharmaceutique française par le biais de son syndicat, le LEM, les entreprises de médicaments, et puis l'État par le biais de son comité qui négocie les prix, le comité économique des produits de santé. Donc, c'est une disposition qu'on appelle l'effet prix-volume. Au-delà d'un certain seuil, on baisse les prix ou bien il y a des rétrocessions de chiffre d'affaires. Derrière cette question-là, si vous me permettez 30 secondes, je me méfie, comme de la peste, d'une tentation qui est souvent d'ailleurs promue par les pouvoirs publics pour montrer leur ténacité de bons gestionnaires, d'une tentation qui serait à utiliser des effets classiques finalement en économie de la négociation du prix autour de l'effet volume. En gros, plus j'achète en gros, plus j'achète en masse, plus j'ai une réduction. C'est comme le grossiste sur les fringues, c'est pareil. Et donc, je veux arriver sur ce point aussi sur les solutions qui sont présentées comme des pistes de sortie de difficultés d'approvisionnement dans lesquelles nous sommes, et qui seraient, on se groupe au niveau européen, par exemple, pour acheter. Oui, pourquoi pas à très court terme. Effectivement, c'est un effet classique dans la négociation de prix. Plus l'acheteur demande, plus il a un rapport de force qui va aider à baisser le prix par rapport au vendeur. Mais le problème de cette approche-là, très technique, j'ai envie de dire, c'est qu'elle ne remet pas en cause ce qui amène, et que nous avons rappelé avec ce fait en particulier, ce qui amène au fait que les prix de départ dans cette négociation sont complètement déconnectés de toute réalité. Et donc, attention, lorsque l'on entend dans le débat public des experts ou des décideurs qui nous disent savamment « mais la solution là, on va faire un petit groupe Benelux en Europe, machin, truc bidule, et puis on va se mettre ensemble, et puis on va réduire », ce que je dis souvent, c'est un petit peu comme l'histoire des soldes vestimentaires. Vous avez un jean qui est vendu 100 francs, n'est-ce pas, enfin 100 euros en l'occurrence, vous l'avez à 50 euros en solde, vous dites « oh là là, mais ma petite dame, mon bon monsieur, quelle bonne affaire je fais, j'ai 50%. » Sauf que le jean en question, il vaut 2 balles, il a été fait par un petit Chinois, un petit Vietnamien. Voilà. Et donc déjà, s'il est vendu à 4 balles, ça vous fait 100% de marge nette. Donc,
la difficulté que nous avons aujourd'hui sur toutes ces approches techniques et technicistes d'essayer de réduire la charge financière du médicament, c'est qu'elle ne permet pas de poser les racines du problème, qui sont que les prix traduisent uniquement la financiarisation, on l'a évoqué tout à l'heure, d'un écosystème qui a échappé à ceux qui l'ont créé. Merci beaucoup. On a évidemment plusieurs questions sur les vaccins contre le Covid-19. Une question sur est-il possible de réquisitionner les vaccins? Une question sur combien coûtent les vaccins à l'Union européenne et sur quel plaidoyer existe-t-il pour l'accès aux vaccins dans les pays à faible revenu. Alors Jean-Paul Gaudière en a dit un mot au début de son intervention, et aussi au sujet de l'initiative européenne qui est en cours justement pour faire du vaccin un bien commun. Alors je ne sais pas lequel d'entre vous souhaite répondre à ces différentes questions. Bon, je peux pas répondre à tout, mais je vais juste compléter juste sur le point de l'accès au Sud et de la grande disparité voilà, auquel on assiste pour l'instant. Hein, parce que c'est quand même extrêmement frappant et en même temps un peu désespérant le contraste qui s'est mis en place entre ce qu'ont été les effets d'annonce de l'été, donc où même notre président a insisté sur le vaccin bien commun mondial, etc. Les initiatives que je mentionnais qui sont pas inintéressantes en termes d'accès, au moins parce que si le modèle Fonds mondial, dès l'instant où les financements sont à peu près rassemblés, il a une certaine efficacité pour garantir que les produits viennent et soient mis à disposition gratuitement pour les personnes. Ça ne résout absolument pas toute une série d'autres problèmes qui tiennent aux capacités industrielles, au savoir-faire et du coup à la dépendance qui est associée. Mais bon. Et puisque finalement la situation dans laquelle on est là, ou au moins pour toute la première période, ce qu'on peut imaginer jusqu'à l'été, on a une réservation de la quasi-totalité des doses produites mondialement par les pays riches. Bon. Et ce qui laisse du coup, et c'est à soi seul un enjeu que je trouve très intéressant en termes de cette cartographie de l'industrie pharmaceutique, de ses capacités, de comment elle a évolué, ce qui laisse pour seul horizon aux pays différents sud, aujourd'hui, d'aller chercher soit de passer des accords, soit pour accéder aux vaccins russes, soit aux différents vaccins chinois. Voilà. Alors, ce que ça met quand même en évidence, et ça, je trouve un des éléments intéressants au-delà du vaccin, mais pour les enjeux de construction des marchés de l'industrie pharmaceutique elle-même, c'est le fait que depuis une vingtaine d'années, il y a des vraies marges de manœuvre au Sud aujourd'hui, qui vont avec les délocalisations industrielles, qui vont avec l'émergence, le fait que 80% aujourd'hui, à peu près, des principes actifs sont produits en Asie, en Inde et en Chine, et où du coup, il y a des formes de capitalisme pharmaceutique qui ont émergé, en particulier autour des génériques, qui ne sont pas tout à fait équivalentes au modèle dont on parle, quand on parle des firmes du Nord, des brevets, etc. Alors, c'est dans le cadre d'un système qui reste un système d'une des composantes du capitalisme pharmaceutique, mais qui, du point de vue de l'accès, n'a pas du tout les mêmes conséquences, parce que les effets de prix ne sont pas les mêmes. Juste très vite, là, par rapport à la question qui a été posée sur ces initiatives, rappelez peut-être quand même, en tous les cas, je le rappelle d'autant plus volontiers que Médecins du Monde, le conseil d'administration de Médecins du Monde a adopté cette initiative dans son conseil d'administration, là, en début de semaine. Il y a peu de place à la démocratie participative dans l'Union européenne, le peu d'outils qu'on a, on a décidé de s'en saisir, enfin de la société civile et des citoyens européens ont décidé de s'en saisir. C'est un outil qui a été institué par le traité de Lisbonne en 2011 et qui permet de demander à la Commission d'inscrire, d'où son nom, initiative citoyenne, une revendication qui est portée par des citoyens européens. Et il y a aujourd'hui donc une initiative, c'est une sorte de référendum à d'initiative citoyenne au niveau de l'Europe, qui demande un droit au vaccin et au traitement équitable dans l'Union européenne. Et j'incite les personnes qui
passer votre bilan, allez vous rechercher facilement sur votre moteur de requête, Initiative citoyenne européenne, droit au vaccin et au traitement, allez signer. Parce que c'est aussi un indice de mobilisation et c'est pour ne pas se résoudre justement à être dans un dialogue de sourds avec des décideurs publics qui renoncent, des décideurs publics qui ont des effets d'annonce, Jean-Paul l'évoquait, mais ça ne se traduit pas après dans les faits. J'attends toujours de voir, moi, les conditionnalités sur l'argent public qui a été donné pour la recherche sur le Covid. Pour l'instant, on ne les voit pas, on n'a pas vu le premier la COPEC. Donc, citoyens, mobilisez-vous, on peut faire des choses. Nous avons ouvert la voie à Médecins du Monde. Petits citoyens que nous sommes allés à l'Office européen des brevets pour essayer de contester une décision d'accorder un brevet qui ne respectait pas la loi. Tous les citoyens peuvent se mobiliser sur ce sujet, donc allez-y. Allez-y, en tous les cas, Médecins du Monde vous incite à y aller et à signer cette initiative. Merci. On fait la pub un petit peu là, aussi. Comment On fait aussi un petit peu la pub quand même, un petit peu. Non, mais c'est l'idée aussi. Sophie Credier, vous vouliez peut-être rebondir sur la question justement des firmes privées qui n'investissent que dans les recherches les plus rentables, ou vous l'avez déjà abordé? Parce que je reçois les messages un peu en retard sur mon téléphone au sujet des thèmes, c'est pour ça. Mais sinon, il y a une question de quelqu'un qui s'adresse peut-être à vous sur ce sujet. Est-ce que les laboratoires pharmaceutiques ont obligation de garder leur département de recherche et développement? Et pouvez-vous développer votre point de vue sur le Quality Adjusted Life Year? D'accord. Sur la première question, peut-être qu'Olivier Maguet répondrait plus facilement que moi. Je ne pense pas qu'ils aient une obligation. En tout cas, ils ont changé le modèle, comme on l'a expliqué tout à l'heure, a changé puisque la recherche est faite par des startups, c'est racheté ensuite par l'industrie pharmaceutique et qui n'a plus, d'ailleurs, qui peut. Voilà, on pourrait peut-être même qualifier plutôt d'entreprise pharmaceutique que d'industrie, puisque on est maintenant parti sur un modèle vraiment très très différent. Et ce que je disais vraiment, effectivement, j'avais envoyé ce petit message pour dire, je voulais dire que la recherche, en effet, c'est un enjeu éthique majeur de se dire qu'aujourd'hui la recherche est orientée en fonction de ce qui intéresse l'industrie pharmaceutique et pas des besoins de santé. Bon, c'est vrai, encore une fois, dans d'autres domaines, mais c'est très problématique. À mon sens, ça fait pas partie des enjeux éthiques principaux. Et puis, votre deuxième question, c'était, vous disiez… Sur les qualis. Les qualis. Voilà. Sur les qualis, oui. Oui, alors la question, je ne sais pas, peut-être Jean-Paul voudra aussi y répondre, évidemment, c'est sur la question ensuite de la façon dont c'est un outil qui pourrait être qui est utilisé notamment en Angleterre par le système NICE. C'est un outil donc qui permet d'évaluer, on va dire, un critère combiné de qualité de vie, de durée de vie, qui permet de faire du triage, justement. Donc, c'est un outil pour faire du triage. C'est-à-dire que, en fait, c'est un outil utilitariste. C'est l'idée de pouvoir donner à celui qui pourrait en bénéficier le plus, donc c'est une façon et qui pourrait bénéficier au plus grand nombre. Donc c'est un peu comme ça que ça a été pensé, ça a été très discuté, ça a fait l'objet de beaucoup de controverses, en tout cas en Angleterre quand ça a été mis en place, et voilà, ça pose effectivement des questions très importantes. Alors moi ce que je trouve intéressant dans l'histoire du QALY, c'est que, alors c'est un critère médico-économique, hein, évidemment, c'est ce que je voulais dire, c'est que l'idée c'est que on calcule un coût rentabilité, c'est-à-dire que si on pense que ça a un intérêt si par exemple, voilà, de dialyser une personne de tel âge avec telle espérance de vie, ça va avoir tel coût, on peut considérer qu'à partir d'un certain coût, on considère que ça ne vaut plus la peine de le faire. Donc évidemment, nous, dans notre société et avec notre système de santé solidaire, c'est quelque chose d'assez inacceptable. Mais à contrario, de façon un peu provocatrice, mais moi, comme c'est un sujet sur lequel j'avais travaillé aussi, je trouve que ça a le mérite d'être public et d'être discuté. En France, on fait comme si ça n'existait pas. On fait comme si on peut soigner tout le monde. En réalité, le triage, il est là tous les jours. On a ce qu'on appelle du macro-rationnement et du micro-rationnement. Le macro-rationnement, c'est les choix de santé qui sont faits. C'est quels patients on va prendre en charge, quels sont les malades qui sont les plus rentables, etc. Tous nos hôpitaux, même publics, malheureusement, ont des choix qui sont dirigés, qui sont organisés comme ça. Et le micro-rationnement, c'est que tous les jours, on manque de moyens
de personnel, de médicaments, et que du coup, on s'adapte et qu'on est obligé de faire des choix. Donc, on le fait sans vraiment le penser. On le fait des fois dans des logiques, et ça a été discuté effectivement lors de la crise du Covid, sur une logique premier arrivé, premier servi, qui est très discutable. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on a discuté notamment au CCNE de la question de la priorisation, puisque vous avez évoqué cet avis qu'on a aussi sorti au mois de novembre, la question c'est effectivement de considérer, et ça c'est au niveau dans tous les pays qui ont réfléchi à ces questions du triage, on considère que la logique premier arrivé, premier servi n'est pas juste. D'ailleurs, c'est ce qui se passe en ce moment pour les vaccins entre nous. Mais bon, donc ça mérite d'être pensé, le triage. Il faut pouvoir le proposer à ceux qui, en tout cas, ont peut-être le plus à perdre. En tout cas, il faut voir comment est-ce qu'on peut le penser. Mais donc c'est peut-être choquant, mais moi, j'avoue que j'en ai un peu assez d'entendre tout le temps, mais non, on ne fait pas de triage, mais non, il n'y a pas de rationnement. C'est pas vrai. Je veux dire, les ressources en santé sont limitées. On a un budget de dépenses de santé qui est fixé chaque année, donc on est limité. Donc après, une fois qu'on a dit ça, il faut effectivement que ça soit pensé, et puis il faut que ça soit partagé collectivement surtout, pas que ça soit juste de l'initiative des médecins, des directeurs d'hôpitaux. Enfin, je veux dire, ça concerne tout le monde. C'est dans quel système de santé on veut vivre. Hein. Jean-Paul Gaulière voulait aussi. Oui, effectivement, là, je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Sophie Crozet sur ce point. Hein. Alors sur les qualis. La chose qui est aussi intéressante, c'est qu'en tant que tel, les qualis, c'est une espèce d'unité de compte et d'unité d'évaluation qui est en fait une unité épidémiologique, fondamentalement. C'est quelque chose qui est un décompte en années de vie, et en soi, c'est pas du coût. En soi, c'est un outil qui est pas nécessairement lié à des évaluations, comme je mentionnais, ce qui soit des évaluations coût-efficacité ou coût-bénéfice. On a pris l'habitude de considérer tout le temps les deux ensemble parce que c'est un outil qui a été introduit par les économistes et qui a d'emblée été couplé aux évaluations de coûts. Bon, mais en soi, il peut parfaitement servir à un tas d'autres choses. Et bon, dans le contexte que j'évoquais, par exemple, au niveau de la santé publique internationale, les DALI, qui sont l'équivalent des qualis dans ce domaine-là, se sont complètement dissociés de ces évaluations coût-bénéfice pour devenir un espèce d'outil d'inventaire général du fardeau des maladies et des besoins de santé au niveau international. Donc, bon, ce sur quoi ça nous amène, c'est sur l'importance qu'il y a, à mon avis, à prendre très au sérieux ces enjeux d'évaluation médico-économique et à se saisir aussi de ces outils-là. Parce que sinon, vu l'importance qu'ils prennent dans des contextes où la question du caractère limité des ressources et de la soutenabilité des systèmes de santé, indépendamment même de ce que l'industrie pharmaceutique a fait, existe, elle pèse sur les politiques publiques. On prend un risque énorme qui est que tous ces outils d'évaluation, d'estimation du service médical rendu, etc., soient totalement monopolisés par les acteurs économiques privés. C'est-à-dire que se répète ce qui s'est produit avec les essais cliniques, dont une grande majorité est organisée, financée et finalement cadrée par l'industrie elle-même. Bon, et où c'est très difficile de mettre en place en parallèle des formes d'évaluation plus indépendantes, plus transparentes, tenant compte éventuellement d'autres besoins. Et si on n'y prend pas garde, l'évaluation médico-économique, ce sera la même chose. Hein, elle sera produite par les inventeurs et les propriétaires des biens de santé. Alors après, bon, à un autre moment, on pourra revenir sur ce qui est à la clé de ça, qui est quel genre de dispositif, du coup, on peut mettre en place. Et juste peut-être… Je vais en parler maintenant. Non, Sophie Crozet voulait répondre.
Ouais, non, juste dire que ça a aussi été discuté. Enfin, moi, je sais que ça a été une des discussions aussi au CCNE. En fait, c'est important cette évaluation médico-économique aussi pour pouvoir parfois être dans la négociation, c'est-à-dire de dire à partir de temps. Enfin, c'est aussi pour pouvoir à un moment dire stop. À partir de tel prix, vous voyez, il faut qu'on puisse avoir quelque chose. Enfin, à opposer à l'industrie pharmaceutique pour dire que là, c'est pas enfin, on ne pourra pas accepter. Et on a beaucoup de mal à le faire, en fait. Et parce qu'ils savent qu'effectivement, notamment dans des pays comme les nôtres, c'est notre disposition à payer. Quel pays dira non, non, moi, je ne prends pas cet anticancéreux qui permet peut-être de guérir 80% des cancers du poumon, mais on ne pourra jamais dire non. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, ensuite, c'est cette question du médico-économique, ça fait partie aussi des choses qu'on a discutées dans l'avis du CCNE que je n'ai pas pu beaucoup développer, mais notamment avec Florence Juzeau, qui était l'économiste co-rapporteur avec moi de cet avis. Mais c'est un élément important aussi quand même dans la discussion. Je pense que ça, on a besoin aussi de travailler dans les prochaines années sur cet aspect-là. Juste en deux mots très rapides sur ce sujet. Un outil, par définition, c'est pas bon ou c'est mauvais. Et je rejoins mes deux collègues. Il peut avoir un outil, ce qu'on dit. L'outil, il va être bon ou mauvais en fonction de l'état d'esprit, encore une fois, et du contexte dans lequel on l'utilise, très clairement. Et là, pour illustrer les débats sur le croisement du médical et de l'économique, à travers le médico-économique, j'aimerais citer un seul chiffre, qui est le bénéfice net. J'ai vu passer des questions sur la marge nette. Donc, je dis, bénéfice net, marge nette, c'est après impôt, après avoir payé la provision de recherche et développement, après avoir payé les salaires, etc. Le bénéfice net, une fois qu'on a tout payé. Le bénéfice net de Gilead sur la période 2014-2017, c'est-à-dire en plein boom de vente de médicaments hépatite C protégés par un brevet vendu au prix le plus fort, 40 000 euros, et toute la ligne de traitement comme ça, a été de 50 milliards de dollars. Alors, c'est beaucoup, c'est plus beaucoup, on sait plus ce que ça représente. Sur ces 50 milliards de dollars, on se dit, tiens, ils s'en mettent plein les poches. Ben non, pas du tout. Il n'y a que 15% de cette somme, environ 7 milliards de dollars, qui est allée à la rémunération du capital, c'est-à-dire aux porteurs de parts et donc les dividendes. Tout le reste, c'est-à-dire l'immense majorité, 85%, a été réinjecté dans cette machine folle que j'évoquais pour acheter d'autres brevets. La course à ce brevet. Donc aujourd'hui, à la fin, nous avons des prix qui sont élevés pour dégager ces marges financières, et c'est là que je veux revenir sur l'outil Qualys qui peut être bon dans l'absolu. Si l'outil Qualys sert à justifier ces comportements de prédateurs, alors là, c'est un mauvais outil. Voilà. Ça n'empêchera pas qu'on sera confronté, vous l'avez très bien souligné tous, aux questions de triage, aux questions de sélection de patients, aux questions de rationnement, c'est les trois mots que j'utilise. Mais là, il faut ne jamais oublier quelle est la racine du problème. Et la racine du problème, c'est que nous avons une machine folle qui est emballée et qui conduit intrinsèquement, naturellement, à avoir des prix de plus en plus élevés. Donc, on aura beau mettre tous les dispositifs de essayer de mégoter à la marge avec les effets quantité-volume pour réduire le prix qu'on évoquait tout à l'heure. On aura beau essayer de caler des jolis raisonnements médico-économiques pour voir jusqu'où vaut le coût d'une vie, est-ce que ça vaut le coup que j'investisse sur le cancer ou pas, etc. À la fin, tant qu'on ne pose pas fondamentalement la question de remettre en ordre de marche au mieux des finances publiques et de la santé publique l'industrie pharmaceutique, vous l'évoquiez, Sophie, ça n'est effectivement qu'une industrie, maintenant une entreprise, ce ne sont plus des laboratoires, ils n'ont de laboratoire que le nom, ils ne font plus de recherche, ils virent tout le monde et ils font de la financiarisation sur les startups. Donc ce chiffre est important, les 50 milliards de bénéfices nets de Gilead, seuls 15% sont allés rémunérer le propriétaire. Le reste, ça est parti à alimenter cette machine folle qui a échappé à ses créateurs. Donc attention aux outils dans ces contextes-là, quoi. Voilà. Même si en tant que tel, ils peuvent être intéressants. Merci. Je voulais juste revenir sur, vous évoquiez par rapport à ces outils d'évaluation le besoin qu'ils ne soient pas juste décidés par des médecins entre eux, mais peut-être qu'il y ait un débat plus large. Et vous en parlez aussi dans l'avis du CCNE, du besoin de démocratiser aussi ces débats et ces questions, peut-être en impliquant plus des collectifs, des représentants d'usagers, de patients. C'est aussi une question que vous posez dans Pandémie politique, le besoin de remettre de la démocratie dans les politiques de santé publique et concernant aussi le triage, et à la fois en appelant, est-ce que c'est ce que fait Médecins du Monde aussi en s'engageant sur ces questions, sur qu'est-ce qui est possible aujourd'hui, qu'est-ce qui serait possible de faire pour remettre de la démocratie sur ces sujets rapidement, maintenant dans cette pandémie? Je vais repartir du triage dans le cadre des vaccins là. Et de ce qui a fait ce qui a à nouveau fait crier
la troisième crise majeure autour de problèmes de pénurie dans la trajectoire de la pandémie en France. Et je ne sais pas quelle va être la quatrième, hein, mais bon. Qui tient à quoi, en fait? Qui tient à ce processus par lequel, bon, il y a eu des évaluations. Alors après, il y a une vraie question sur le secret, la non-transparence et la nature la façon dont la contrainte liée aux capacités de production a été évaluée et comment elle s'est mise en place. Hein. Bon, on peut parfaitement imaginer que quand on aura le détail des contrats, je ne sais pas quand, hein, si c'est les historiens qui l'auront ou si ce sera avant, mais quand on aura le détail des contrats, on verra qu'il y avait peut-être des alternatives pour que les capacités de production soient un peu supérieures à ce qu'on a aujourd'hui. En tout cas, il y a ce processus où à un moment donné, en fonction de ces évaluations-là, la HAS, enfin le comité en charge de la HAS, a établi une certaine priorisation. Et une priorisation qui, à mon avis, avait une certaine cohérence. Et une cohérence qui tenait au type d'informations qu'on avait à ce moment-là, en particulier sur qu'est-ce que c'est l'efficacité de ces vaccins. Et ainsi, prenant très largement en compte l'énorme incertitude qu'on a toujours et qu'on aura encore pour tout un moment sur l'existence d'un quelconque effet sur la transmission du virus. À la différence de le fait d'empêcher ou de limiter le risque de faire des formes graves de la maladie. Et donc, cette priorisation, son point de départ, c'est le risque de faire des formes graves. Bon. Et elle a volé en éclats, fin décembre, début janvier, pour des raisons qui sont des raisons de débat public, de lobbying politique, etc. Avec cette conséquence, si on caricature un tout petit peu la situation, mais à peine, qu'on a priorisé tous les personnes à risque qui étaient pensées comme devant être vaccinées de manière séquentielle. Bon, sans qu'il n'y ait aucun... Et dans une situation où, en plus, le nombre de doses envisagées et où le nombre de doses arrivant était infiniment inférieur à ce qui avait été initialement prévu. Bref, vous arrivez dans cette situation où, pour 7 à 8 millions de personnes priorisées, vous avez 2 à 3 millions de doses qui arrivent. Et c'est le chaos total dans la priorisation. Avec cet effet que par moment, ça va être au premier arrivé, ça va être en fonction des pressions ou des contacts que les uns et les autres vont pouvoir avoir. Bon, bref. Alors, voilà, ça plaide pour dire il y a un enjeu collectif majeur à ce que ce type de décision-là ne soit pas simplement prise par un comité d'experts de la HAS. Bon, il était envisagé la constitution d'un comité citoyen, etc., qui n'a joué aucun rôle dans l'histoire. Ça fait partie des dispositifs et des ressources qui sont, à mon avis, importantes. Bon, et puis le dernier volet qui, là, n'a pas joué parce que dans le contexte de la pandémie, la représentation politique a un rôle minoré et périphérique, c'est évidemment ce qui relève du Parlement et de la discussion politique en tant que telle. C'est-à-dire, moi, je verrais comme parfaitement légitime qu'un débat sur la priorisation de la vaccination ait lieu au Parlement. Olivier, ensuite Sophie, allez-y. Oui, peut-être parce qu'on arrive en plus, j'imagine, à la conclusion. Donc, en fait, nous sommes face à un corps malade aujourd'hui, n'est-ce pas? L'écosystème du médicament, le médicament lui-même est malade. Les deux acteurs majeurs du marché du médicament, donc les industriels qui, on l'a vu maintenant, ont créé la machine folle, un peu comme Frankenstein, la créature leur a échappé d'un côté, et le régulateur, les pouvoirs publics, ils sont malades. Il faut donc les guérir. Alors, moi, avec Médecins du Monde et puis tous les camarades, j'ai envie de dire que nous avons le remède. Ce remède, ça s'appelle, vous l'avez très bien souligné, la démocratie. Et la démocratie, dans la question du médicament, elle repose sur 2 jambes. La première, c'est mettre de la transparence. Il est inadmissible qu'un parlementaire européen élu par le peuple
par la volonté du peuple, pour représenter les intérêts du peuple, doivent mettre à l'entrée son téléphone portable lorsqu'ils veulent dans le bureau d'un fonctionnaire de la Commission européenne pour étudier un contrat. Et j'entends Jean-Paul qui dit, comme nous saurons ce qu'il y a dans les contrats, mais on devrait le savoir déjà ce qu'il y a dans les contrats. Donc l'absence de transparence est aujourd'hui une des raisons de la maladie, et c'est la transparence qui sera l'un de ses premiers remèdes. Le deuxième, et on est avec la transparence, c'est s'ils n'y arrivent pas, je ne sais pas comment faire, enfin, il faut qu'on trouve une solution, mais il faut que le contrôleur de l'allocation de la dépense publique, c'est-à-dire le parlementaire que j'évoquais, il reprenne sa place, qu'il soit en capacité d'utiliser les outils qui sont à disposition, de dire non parfois, parce que si cela n'est pas fait, le corps malade que j'évoquais va continuer à claudiquer sur fond de triage de plus en plus imposant, mais surtout, et c'est ça, moi, qui met, parce que je suis aussi un élu du peuple moi-même, dans ma petite mairie d'où je vous parle, surtout, la population ne va plus rien comprendre. Alors après, c'est facile de crier à l'orfraie, à la défiance envers le médecin, la défiance envers le vaccin, la défiance envers le décideur public, mais la défiance, elle ne se décrète pas, elle n'est que la conséquence de cette absence de transparence et de contrôle démocratique. Pour conclure, la France entière connaît Morissette, n'est-ce pas, qui a été la première vaccinée dans les EHPAD. Et bien ce soir, c'est l'élu qui vous parle, la France entière, elle va connaître Madame Copt. Madame Copt, elle a 93 ans, c'est une de mes administrées. Elle est plutôt fragile, toute petite, toute menue, et elle a des comorbidités, comme on dit, des pathologies associées. Eh bien, Madame Copt, aujourd'hui, elle n'a pas le vaccin là dans mon village. Donc moi, j'appelle ce soir le responsable d'AstraZeneca en France et le ministre de la Santé à venir expliquer à Madame Copt, 93 ans, pourquoi elle n'a pas son vaccin. Ça, c'est un exercice de transparence, ça, c'est un exercice de démocratie. Et donc, si demain ils viennent, là, ça sera un résultat, un impact de notre séminaire ce soir. Et c'est pas uniquement pour vous faire un petit coup de pub, mais c'est bien derrière la situation de Morissette et de Madame Copt, les révélateurs de ces dysfonctionnements que nous avons évoqués ce soir. Donc, pour ça, transparence et démocratie sont la remède au grand corps malade qu'est l'écosystème du médicament et du vaccin aujourd'hui. Merci Olivier. Sophie, vous voulez peut-être conclure, on arrive à 19h30, mais on peut prendre 2 minutes encore sur cette question et peut-être évoquer le projet et la revendication d'un Ségur du médicament qui pourrait répondre à quelques-unes de ces préoccupations. Ouais, c'est un Ségur de la santé publique. Oui, voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de sujets à aborder. Non, mais très rapidement, peut-être pour conclure, la conclusion d'Olivier Maillet était parfaite. Alors, j'ai un peu de mal à prendre la parole après. Mais non, juste peut-être dire que moi, ce qui me semble important, c'est d'essayer de tirer, on l'a déjà tous dit, mais de tirer des leçons de cette crise et de voir ce qu'elle a pu montrer et ce qu'on peut en faire pour essayer d'avoir un message peut-être un peu positif. On a vu, moi, je trouve que ça a permis quand même d'éclairer, comme je le disais précédemment, de façon très importante, les forces et les limites de notre système de santé. Il serait, moi, ce que je me dis surtout aujourd'hui, c'est qu'il serait vraiment inacceptable et inentendable, enfin inaudible, qu'on ne puisse pas tirer les leçons de ce qui s'est passé. Et les deux, vraiment, je pense que c'est ce dont on a parlé aujourd'hui. Moi, je trouve que les deux grandes leçons, ça a été quand même la question, effectivement, ça a été dit par Jean-Paul Gaudière, de cette succession de pénuries qui pose la question de l'anticipation, qui pose la question vraiment d'une santé publique forte en France. Et ça, c'est un enjeu absolument majeur. On ne peut pas, voilà, on le dit dans plein d'autres domaines, mais on ne peut pas, on ne pourra pas continuer sans tirer ces leçons-là et sans donner vraiment les moyens pour avoir une santé publique vraiment de qualité et qui soit forte et qui permette d'anticiper. Quand on est dans des situations d'incertitude, voilà, on peut avoir le principe de précaution, on anticipe. Moi, je trouve ça incroyable, alors qu'il y avait eu des plans qui avaient été faits suite aux épidémies de grippe aviaire, de H5N1, etc. On avait eu, même d'un point de vue éthique, il y avait eu des documents qui avaient été faits, ils n'ont pas été utilisés. Donc, on fait aussi, on réinvente à chaque fois les choses. Utilisons voilà, l'intelligence collective, ce qui avait pu être fait. Il y avait eu beaucoup de propositions intéressantes et on est arrivé totalement impréparé. Donc, bon, voilà, c'est facile de critiquer, mais en tout cas, je pense qu'il faut qu'on puisse tirer les leçons sur ces questions d'anticipation. Et sur la question du médicament, oui, sur la question de la transparence, c'est absolument essentiel. On ne peut pas imaginer qu'on puisse continuer demain sans avoir tiré cette leçon-là. Et le troisième point, le dernier enfin, évidemment, sur la question de quelque chose qui n'était pas connu peut-être du grand public, qui était la question des limites du système de santé, du rationnement, de ces situations de choix contraints qu'on est obligé de faire aux différents niveaux, que ce soit
voilà, peut-être au niveau voilà, des directions des hôpitaux, mais aussi vraiment au plus proche des patients. Ces choix vraiment impossibles, moi je trouve, de pouvoir à faire auquel on est contraint de se dire on va donner tel ou tel traitement à tel patient plutôt qu'à un autre parce qu'on sait qu'on ne pourra pas financer l'ensemble des médicaments pour tous les patients. Voilà, en soi, c'est inacceptable. Et c'est vrai que ça plaide vraiment pour qu'on puisse baisser ces prix qui sont absolument inacceptables, mais surtout qu'on puisse réfléchir quand même, parce que de toute façon, les ressources en santé seront toujours limitées, et cette réflexion-là, elle est essentielle. Et donc, je vous encourage évidemment aussi à acheter le très beau livre de Jean-Paul Bédière, Caroline Isambert et Pierre-André Juvel, Rendez-vous politique. Effectivement, merci beaucoup pour ces conclusions. Je voulais aussi, pour poursuivre les réflexions, parce qu'il reste évidemment encore beaucoup de questions, renvoyer aux ouvrages pandémopolitiques, à la découverte, à la santé hors de prix, à raison d'agir, et aux avis du Comité national consultatif d'éthique. Merci beaucoup à tous les trois. Merci beaucoup aux personnes qui nous ont suivis jusqu'à maintenant. Et merci à Juliane Averas et Leslie Cohen pour l'organisation. Encore un dernier point, je le répète, ce webinaire a été enregistré et donc il sera disponible en vidéo sur le site de Médecins du Monde très bientôt. Voilà, merci beaucoup, bonne soirée et à bientôt peut-être. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci.